tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un point lecture dans lequel je vais vous parler des 9 derniers romans que j'ai pu lire. Eh bien c'est parti tout de suite. On va commencer avec le premier roman. Il s'agit d'une suite de saga jeunesse. Il s'agit du 4e tome des Gardiens des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger et publié chez PKJ ici. C'est le 4e tome sur une série de 11 puisqu'il y a un tome 8.5 et le dernier sera le tome 10. Donc je rattrape petit à petit mon retard. Je lui ai mis 5 sur 5. Ça a vraiment été une excellente lecture pour moi. D'ailleurs, j'ai vu passer sur internet des avis qui disaient que plus ça allait et plus la saga perdait en qualité. Moi pour l'instant je trouve pas du tout, au contraire je trouve que c'est de mieux en mieux. J'ai toujours hâte et je suis toujours hyper heureuse de replonger dans les aventures de Sophie, de Keith, de Fitz et compagnie, Bianna, Dex, bref de cette bande d'amis. L'univers est très bien construit et je trouve que au fur et à mesure ça se complexifie et j'adore vraiment ça. Je trouve ça vraiment super bien fait. Je trouve la bande d'amis formidable. En fait cette bande elle est vraiment pleine d'amour, de respect, d'humour aussi, d'entraide et je trouve qu'ils sont tous complémentaires finalement. Donc ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce tome là, c'est le fait que Sophie, je vais vous redonner quand même le résumé du tome 1. On va suivre Sophie qui est une jeune fille de 12 ans je crois dans le tome 1 qui vit chez les humains, qui est une humaine apparemment, sauf que elle est tellement en avance que à 12 ans elle est en terminale déjà et même en étant en terminale elle est bien plus intelligente que tous ses camarades, voire plus intelligente que ses professeurs. Elle possède un don, c'est-à-dire qu'elle arrive à lire les pensées des gens mais elle n'arrive pas à le contrôler, donc ça lui pourrit un peu la vie. Elle n'est pas du tout intégrée. Un jour, lors d'une sortie dans un musée, elle rencontre un garçon qui l'emmène dans un autre monde et qui lui fait comprendre qu'elle n'est pas humaine mais que c'est une elfe. Elle va découvrir un nouveau monde avec de nouveaux personnages et elle va vivre plein d'aventures. Je peux pas vous en dire beaucoup plus mais c'est vraiment super intéressant. Et donc dans ce 4e tome, on ne suit plus forcément que Sophie toute seule. Alors ça n'a jamais été que Sophie toute seule, elle a toujours été entourée, mais là vraiment je trouve que la bande d'amis se consolide. C'est vraiment ça qui fait tout finalement, c'est le fait qu'elle soit avec cette bande d'amis qui l'aide, c'est ça qui lui permet d'avancer et c'est ça qui je trouve est super pour les enfants, pour les jeunes, de montrer que on peut pas réussir tout seul, que on a besoin d'aide et qu'il faut pas hésiter à la demander et que il faut aussi proposer son aide. Enfin bon bref, voilà, l'entraide je trouve est une idée très importante dans cette saga. Comme je vous l'ai dit au tout début, je trouve que l'histoire se complexifie. J'aime beaucoup ça parce que du coup ça nous permet d'entrer dans un monde qui est vraiment bien ficelé, vraiment bien pensé, très bien construit. Et pour moi, je n'ai pas eu de temps mort. Il n'y a pas eu de moment où je me suis ennuyée, bien au contraire. Et là encore, on découvre d'autres personnages. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé. Je garde toujours mon petit crush sur le personnage de Keith, comme je vous l'ai dit pour les tomes précédents, que je trouve irrévérencieux, vraiment très drôle et en même temps très sensible. Il a une histoire vraiment très particulière et il prend encore plus en profondeur dans ce tome. Donc vraiment je l'aime beaucoup et j'ai très hâte de lire la suite que je pense je lirai très prochainement. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Bianna qui est donc la sœur de Fitz qui dit à Sophie: j'ai grandi avec 2 frères je te rappelle, sans parler de Kiff. Sale et puant, je connais. Maintenant, je vais vous parler d'un 3e tome de saga de New Romance. Je l'ai lu en e-book, donc je vous mets la couverture en incrustation. Il s'agit du 3e tome des McCoy, écrit par Alexiane Thiel, publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Dans mon dernier bilan lecture, je vous avais donc parlé des 2 premiers tomes de cette saga, qui a été une vraie découverte, une réelle découverte pour moi. Je m'attendais pas du tout à ce genre de lecture. Je n'ai pas pu m'arrêter en fait pour ce tome 3. Je lui ai mis pour lui aussi 5 sur 5, donc ça a été une excellente lecture. Dans ce 3e tome, on va suivre Elizabeth et Duncan. Elizabeth, c'est la petite sœur de Caleb, donc le personnage principal des tomes 1 et 2, et Duncan, c'est son bras droit, son meilleur ami à Caleb. Et donc on va suivre l'histoire d'amour entre ces 2 personnages qui ont un passé ensemble. Et en fait, c'est un peu une histoire d'amour impossible, surtout une histoire d'amour de jeunesse à sens unique. Un des 2 aime l'autre depuis très longtemps, sauf que l'autre n'en fait pas cas jusqu'à un certain point. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une histoire d'amour très touchante, très humaine, finalement bien décrite. Elle m'a beaucoup touchée parce que Elizabeth et Duncan sont 2 personnages qui, pour moi, sont vraiment très sympathiques,
très humains. Je me suis beaucoup attachée à eux. Donc forcément, ça a joué hein, dans le fait que j'ai beaucoup aimé leur histoire d'amour, forcément. Dans cette série de romans, il y a une histoire d'amour, mais pas que. Il y a aussi plein d'enjeux, comme je vous l'avais dit, claniques, puisque les clans écossais existent encore et ce sont eux qui régentent quand même l'Écosse. Et donc il y a beaucoup de conflits, beaucoup de combats, beaucoup de règlements de compte, etc., etc. Très violents parfois, même souvent. Et dans le texte, c'est vraiment écrit en fait, c'est pas du tout édulcoré. Et il y a des passages qui sont assez choquants, assez forts. J'ai trouvé le fait que la guerre entre les clans soit imminente dans ce tome 3 et la tension qui en découle, je trouve que c'était très très bien fait. Et ça m'a tenue en haleine et j'ai trouvé ça absolument stressant. J'étais vraiment hyper angoissée pour les personnages, pour le clan. Et c'est ça, je pense, qui m'a aussi fait lire le roman très très rapidement. À un moment donné, évidemment, vers la fin, il y a une grande bataille qui est absolument époustouflante et qui est hyper bien détaillée, très cinématographique, je trouve. Je me suis hyper bien imaginé en fait les actions et ce qui se passait. Et ça m'a absolument coupé le souffle. Bref, j'ai énormément apprécié. J'ai trouvé qu'il y avait un suspense excellent en fait. On lit ce livre, on peut pas rester insensible à leur histoire et à ce qui leur arrive. Et encore une fois, les scènes d'action, les scènes de guerre, de combat sont vraiment faites de telle façon que on vit les choses avec eux. C'est pas possible autrement. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'Elisabeth qui, à un moment donné, dit « Je commence à me dire que j'ai une fâcheuse tendance à me retrouver du mauvais côté des flingues. Il va falloir que je m'interroge sur mon karma. » Ensuite, je vais vous parler d'un troisième et dernier tome de trilogie que j'ai lu. Donc, je peux cocher que j'ai terminé une trilogie. Il s'agit de Iscari, donc le tome 3, écrit par Kristen Ciccarelli et publié chez Gallimard Jeunesse. Alors, je lui ai mis 4 sur 5, moins que pour le tome 1 et le tome 2, je trouve qu'il était un petit peu en dessous du point de vue de la qualité. J'ai été un peu moins happée que pour les deux premiers. Il s'agissait d'une histoire intéressante, à mon sens, qui conclut la saga de façon assez originale, mais voilà, c'était quand même pas transcendant. Alors je vous rappelle, dans le premier tome, donc on va suivre Asha, qui est la fille du roi, qui a un rôle bien particulier dans le royaume puisque elle traque et ensuite elle tue les dragons, puisque les dragons sont des bêtes qui se sont rebellés contre les humains et qui détruisent des villages, etc., etc. Et donc pour pouvoir les chasser, elle a un don particulier, c'est qu'elle sait très bien conter des histoires et les dragons ils adorent ça. Donc voilà, on va suivre Asha avec d'autres personnages, avec Torwin notamment, avec son frère aussi, le frère d'Asha qui s'appelle Dax, qui est donc le prince, la cousine qui s'appelle Saphir, etc. On suit ces aventures-là. Dans le tome 1, on est plus particulièrement focalisé sur Asha et Torwin. Dans le tome 2, on est surtout focalisé sur Dax et la princesse d'un autre royaume qui s'appelle Roa. Et dans le tome 3, on suit Saphir avec une autre jeune femme qui s'appelle Eris. Donc à chaque fois, on a l'histoire, la fantaisie qui fait le fil conducteur en fait entre ces trois romans. Et après, on détaille plus précisément une histoire d'amour entre du coup les différents personnages. Ici, vous l'aurez compris, il s'agit d'une histoire d'amour FF, donc homosexuelle féminine, que j'ai trouvée mignonne, mais qui ne m'a pas beaucoup transportée, surtout parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était hyper rapide. Alors, il n'y a pas vraiment de chronologie, on ne sait pas trop en combien de temps se passe l'histoire. J'ai eu l'impression qu'elles tombaient amoureuses l'une de l'autre, quasiment instantanément, et surtout en passant très peu de temps ensemble. Donc, j'ai pas trouvé que l'histoire d'amour était vraiment très crédible. J'ai trouvé ça dommage parce que je pense que peut-être en mettant plus de temps, enfin je sais pas trop comment ça aurait pu être autrement, mais pour moi c'était beaucoup trop rapide. Par contre, j'ai trouvé l'intrigue principale de ce roman vraiment hyper intéressante, mais encore une fois, un peu trop rapide. Alors je sais pas si c'était parce que l'autrice voulait à tout prix terminer rapidement son roman, mais je trouvais que tout dans l'histoire, dans le livre, était trop rapide. Alors, ou alors c'est moi qui en demande trop. Quand j'avais lu le 1 et le 2, j'avais vraiment beaucoup apprécié, sauf que ça remonte à un petit moment, donc peut-être que j'étais moins dedans. Enfin, je sais pas trop en fait pourquoi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que du coup j'ai eu l'impression que c'était trop bâclé. J'aurais aimé plus de développement, j'aurais aimé plus de détails, j'aurais aimé que ça se passe sur un peu plus de temps. Enfin voilà, vous l'aurez compris, j'aurais aimé que ce soit un peu plus long. Voilà, ça reste néanmoins une bonne saga que j'ai bien appréciée et que je vous recommande de découvrir si vous ne connaissez pas. En ce qui concerne la citation, il s'agit d'un extrait d'une prière, la prière de la tisseuse de ciel, c'est le titre. Quand la nuit tombe, je me tourne vers ceux qui sont partis avant moi, éclairant mon chemin dans le noir.
Je vous ai pas dit, mais merci beaucoup pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser. N'hésitez pas à mettre, si vous êtes trop timide, un petit emoji livre. Ça me fera toujours plaisir, ça me motive et je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. On continue avec la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et publié à l'école des loisirs. Je lui ai mis 4 sur 5, mais je pense avec du recul qu'il mérite plus que ça. Mais bon, je vais laisser ça sur mon carnet. Mais vraiment, ce roman m'a encore une fois chamboulé. Et je trouve que pour un roman jeunesse, c'est vraiment fort en fait. Alors, dans cette histoire, on va suivre Archibald Renard, qui est donc un libraire et qui du jour au lendemain se retrouve expulsé de sa librairie puisque un autre personnage en réclame la propriété. Et donc, il va partir à la recherche du passé de son grand-père notamment pour pouvoir essayer de comprendre en fait à qui réellement appartient cette librairie, ce qui a pu se passer, etc., etc. Il part dans cette quête avec son neveu qui s'appelle Bartholomé Renard et ils vont encore une fois, comme dans le tome 1, visiter des lieux, découvrir et rencontrer des gens. Bref, c'est vraiment une lecture toute douce, mais pas du tout niaise, bien au contraire. Il y a beaucoup de messages très importants, très intéressants que l'auteur nous fait passer grâce à ce roman. Je trouve que c'est également un magnifique bijou, déjà par ses illustrations. Voilà, il y a des passages avec vraiment les pages en parchemin, c'est vraiment super joli. Donc magnifique bijou de par ses illustrations, mais aussi et surtout parce que c'est hyper important par son contenu et ce qu'il y a. Je trouve que c'est vraiment d'une très grande qualité. La plume de l'auteur est divine parce que ça n'est pas du tout une écriture simpliste. Ça s'adresse à des enfants et il y a des tournures de phrases qui sont vraiment très littéraires avec beaucoup de vocabulaire. Voilà, ça prend pas du tout les enfants pour des idiots et ça, je tiens à le féliciter parce qu'encore une fois, moi je suis enseignante et je trouve que c'est hyper important. Cette histoire était absolument merveilleuse, toute douce, pleine de nostalgie, avec de l'humour parfois et puis aussi de la tristesse à certains moments. Bref, elle fait passer par plein d'émotions différentes. Moi, je vous le conseille vraiment parce qu'en plus, du coup, ça se lit très vite quand même. On passe un moment absolument merveilleux. J'ai passé un tellement bon moment, j'ai été vraiment tellement plongée dans cette histoire avec Archibald de Renard et Bartholomé, son petit-neveu, que sur la fin, il y a un passage qui m'a tellement émue que ça m'a tiré les larmes et je vous en parle parce que certes quand je regarde la télévision par exemple je peux pleurer, il y a une musique triste, je pleure direct, je vois quelqu'un qui pleure, je pleure direct, mais dans les livres c'est beaucoup plus compliqué. Il y a très peu de romans qui m'ont fait pleurer et celui-ci en fait partie. Donc voilà, je tiens à vous le souligner, il est vraiment magnifique et j'ai beaucoup apprécié. En ce qui concerne la citation, il s'agit du narrateur qui à un moment donné explique: quand l'omnibus de la mémoire s'en allait avec nos souvenirs les plus précieux, il était rare qu'il repasse nous rendre ce qu'il avait emporté. Ensuite, je vais vous parler du 4e tome de la saga Bodyguards de Laura S. Wilde et publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Il s'agit ici d'une saga que j'adore, vraiment, que je trouve très bien faite, qui me plaît énormément. Et le tome 4 est sorti il y a quand même un petit moment maintenant, en début d'année je crois. Sauf que je ne l'avais toujours pas lu. Et là, enfin, j'ai sauté le pas et je ne regrette pas parce que Jackson, c'est mon personnage préféré. Je suis très contente de l'avoir lu. Je lui ai mis 5 sur 5, ça n'est pas un coup de cœur, mais pas loin. C'est une excellente lecture. Alors, pour vous resituer un petit peu cette saga, Bodyguards, comme son nom l'indique, c'est donc l'histoire de garde du corps. Et en fait, c'est une entreprise familiale qui a été créée par un homme qui a adopté des triplés. Et donc ces triplés sont maintenant gardes du corps avec leur meilleur ami Jackson. Et donc on va suivre dans chaque tome l'histoire d'amour d'un des frères. Mais dans les 3 premiers tomes en tout cas, il y a aussi un fil conducteur un peu plus noir, un peu plus thriller, suspense. Parce que il y a des choses pas super cool qui leur arrivent dans leur famille en tout cas. C'était une série, je trouve, très intéressante et très bien faite. Dans le 4e tome, on suit Jackson, donc le meilleur ami des triplés. Son histoire d'amour avec Billy qui est la petite sœur des triplés, elle aussi adoptée. Et en fait, cette histoire d'amour, on la sentait venir en fait dans les 3 premiers tomes. Je suis très contente qu'il y ait eu un livre dessus parce que c'était très intéressant. Parce que il s'agit d'une histoire d'amour en quelque sorte interdite puisque Billy et Jackson ont grandi ensemble. Donc Jackson surtout considérait Billy comme sa petite sœur. À partir du moment où il commence à ressentir des émotions, des sentiments un petit peu différents, lui se retient en fait et il se dit
dit que c'est pas normal, alors que elle est quand même amoureuse de lui depuis un sacré bout de temps. Et en plus, il a conclu un pacte avec les triplés de ne jamais toucher à la petite sœur. Donc voilà, c'est assez compliqué. Et cette relation va chambouler un petit peu la dynamique de ce groupe qui va avoir quelques challenges à relever. Alors en parlant de Billy et Jackson, je trouve que en fait l'évolution de leur relation se fait vraiment petit à petit et la tension entre eux deux monte tout doucement avec un timing vraiment parfait. C'est pas allé trop vite et je trouve que c'était très bien fait. Et là, c'est une histoire de Friends to Lovers, hein, parce que là on peut vraiment le dire. Il y avait dans ce 4e tome évidemment la présence des 3 autres couples et la dynamique qu'il y a entre tous ces personnages est vraiment très drôle parce qu'ils s'envoient des pics, ils se chamaillent, ils se charrient, enfin c'est vraiment très sympathique. Et le fait aussi que dans ce 4e tome, il n'y ait plus le fil conducteur des 3 premiers, puisqu'à la fin du 3, les choses sont réglées, ça a rendu du coup cette lecture pour moi beaucoup plus douce, plus rafraîchissante et je trouve que ça conclut la saga vraiment très très bien, d'une belle manière finalement. Maintenant je vais vous parler de la citation, donc c'est Jackson qui parle à Billy et c'est une phrase qu'ils se disent souvent, un battement de cœur à la fois. Alors ensuite j'ai lu toujours en e-book Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble, publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Ce roman je lui ai mis simplement 3,5 sur 5 parce que ça n'a pas du tout été une franche réussite, ça ne m'a pas du tout convaincue. Je vais vous parler du résumé. On va suivre 2 personnages dont je ne me rappelle pas le nom, je sais juste que l'homme s'appelle Jason, la fille je me rappelle plus, je l'ai pas noté. Bref, peu importe. Qui en boîte se rencontrent, je crois. Ils vont coucher ensemble, sauf que ça se passe tellement mal, le pire coup de sa vie pour les deux, que bon bah ils décident de plus se voir, etc. Sauf que le sort, le destin fait que évidemment ils vont se recroiser et ils vont se recroiser quand? Eh bien par l'intermédiaire de la meilleure amie de la fille qui souhaiterait créer une bande à la Friends et qui invite du coup son meilleur ami avec les meilleurs amis, enfin bon bref ils se réunissent tous entre bandes de potes et eh bien ils se retrouvent à ce moment-là et ça crée des étincelles. Bref, l'histoire commence comme ça, c'est une histoire d'amour bien évidemment, mais ça m'a pas du tout convaincue. J'ai pas réussi en fait à m'attacher au personnage. C'est pour dire, je me rappelle plus de leur prénom, donc c'est que vraiment ça m'a pas marqué. Et du coup, comme je n'ai pas pu m'attacher au personnage, eh bien je n'ai pas pu m'attacher à leur histoire et je n'ai du coup rien ressenti. J'ai lu ça vraiment en étant totalement extérieure à l'histoire et ça c'est pas terrible. Il y avait quand même des choses sympas dans le sens où il y avait des petits traits d'humour justement entre les différents amis et ça c'était plutôt cool. Ça permettait de passer l'histoire plus rapidement avec voilà des petites notes rigolotes. Et je vais pas continuer plus loin parce que je me rappelle finalement de pas grand chose. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Jason qui dit « Voilà pourquoi les sex friends, ça ne marche qu'une fois sur 3. Il y a toujours un con qui n'a pas compris les règles du jeu et qui finit par en vouloir plus. Ici, le con, c'est moi. » Ensuite, je vais vous parler d'un coup de cœur que j'ai absolument adoré. Oui, forcément, coup de cœur. Il s'agit du second tome de The Prison Healer et donc ici The Gilded Cage, écrit par Lynette Noni et publié chez Hachette. Alors, dans le tome 1, on va suivre Kiva qui est emprisonnée depuis un certain temps, depuis qu'elle est enfant, dans une prison absolument inhumaine. Elle s'occupe de l'infirmerie, donc elle soigne les gens. Un jour, lui est amenée la reine rebelle qui a été capturée, qui est en très mauvais état, qui est difficilement reconnaissable, qui ne parle plus, enfin bon bref, elle est vraiment extrêmement blessée. Sauf que cette reine rebelle, afin de connaître son jugement, doit subir des épreuves, sauf qu'elle en est incapable, donc Kiva prend pitié d'elle et se porte volontaire à sa place. Voilà, ça c'est le résumé de l'histoire de départ du premier tome. Ici donc on continue de suivre Kiva et je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu en une journée. J'étais tellement dedans, je trouve qu'il est bien meilleur que le premier tome, alors que déjà le premier tome avait été un coup de cœur, de par son originalité, surtout à la fin. Et je trouve que celui-là, il est encore mieux. Alors franchement, pour le troisième, la barre est très haute. Ça a été une lecture addictive, une lecture coup de poing, tout en fait. L'ambiance, les personnages, l'histoire, tout est réuni pour faire de cette lecture un véritable coup de cœur et ça n'a pas loupé, hein. Vraiment ça l'a été pour moi. Alors je vais pas aller trop dans les détails mais je vais quand même vous dire, je pense que je vous spoil pas trop si je vous dis ça, Kiva dans le tome 1 elle rencontre un prisonnier qui s'appelle Jaren et qui va beaucoup l'aider, donc ils vont devenir amis. Dans le tome 2 il va falloir qu'elle fasse des choix entre
sa famille, avec qui elle essaye malgré tout dans le tome 1 de garder des liens, et Jaren, son amie. Et souvent, je n'étais pas tellement d'accord avec ses choix à elle. C'est facile de dire ça, mais moi, je n'aurais certainement pas pris les mêmes décisions qu'elle. Mais je peux malgré tout, par rapport à leur histoire, je peux malgré tout comprendre ses choix. Évidemment, les choix qu'elle fait ne vont pas rendre l'histoire très simple ni très facile. Et je trouve que Jaren est un personnage masculin qui, pour une fois, est extrêmement attachant parce que il est plein de bonté, plein de sagesse. Il est très altruiste. C'est pas le mec baraqué, plein de testostérone, qui va tout envoyer valdinguer et puis c'est tout. Non, il a beaucoup de sensibilité et j'ai beaucoup apprécié ça chez ce personnage. À la fin de ce roman, on a une révélation qui est surprenante, mais qu'on peut quand même appréhender, sentir venir, mais c'était vraiment super quand même. Moi, ça m'a pas du tout gâché ma lecture, bien au contraire. La situation finale, la toute fin, je l'ai trouvée hyper anxiogène en fait, et ça m'a vraiment frustrée de ne pas avoir la suite pour pouvoir la lire et voir ce qu'il arrive à Kiva et comment va finir cette histoire. Vraiment, c'était hyper addictif, hyper prenant, hyper immersif. Excellent et je vous le conseille très fortement. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Jaren qui parle à propos de Kiva. Je ne peux qu'espérer qu'elle me fera l'honneur de rester à mes côtés. Auquel cas, vous devrez vous y faire. Je ne pense pas pouvoir être plus claire à ce sujet. Je n'en dis pas plus. Ensuite, je vous parle d'une autre romance. Donc c'est le tome 1 de Palisades Park de Maloria Cassis, publié chez Hugo New Romance comme d'habitude. C'était aussi une lecture mitigée, je trouve. Je lui ai mis 3,5 sur 5 et j'ai pas été super embarquée en fait dans l'histoire. Alors on nous vend ça comme une romance à la Wisteria Lane, vous savez, la résidence, le quartier où vivaient les femmes dans Desperate Housewives. Bof, en fait c'était pas terrible. C'était une lecture sympathique, je trouve. On va suivre des personnages qui arrivent tous dans une résidence qui est toute neuve. On va suivre leur quotidien, leurs interactions dans cette résidence toute neuve. Ils sont propriétaires, il leur arrive des petits tracas, etc. Il y a une ambiance très sympa entre les voisins. Enfin bon bref, voilà, c'est ce genre d'histoire. Et là dans le tome 1, on va suivre plus particulièrement Matthew et Lee. Matthew qui est sauveteur sur les plages. Ça se passe à Santa Monica. Lee qui, elle, débarque de Chicago, a décidé d'ouvrir une boutique de massage, etc. Alors, c'était sympa, mais sans plus. J'ai trouvé les personnages attachants, leurs relations et leurs interactions plutôt mignonnes, surtout la relation entre les 6. Là, il y a 3 femmes, 3 hommes qui font une genre de bande d'amis, donc ça c'était plutôt sympa, mais il me manquait un truc en fait pour que vraiment je sois dedans et que j'apprécie à fond ma lecture. L'histoire d'amour entre Lee et Matthew était vraiment intéressante, mais pas assez addictive pour moi. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas réussi vraiment à me mettre dedans, parce que il y avait tout pour que ça fonctionne avec moi, mais là c'était peut-être pas le moment pour moi de lire une romance pure et dure, parce que les 2 dernières que j'ai lues c'était pas terrible. J'ai beaucoup aimé les dialogues entre tous les personnages qui étaient encore une fois assez drôles, puisque évidemment pour que ce soit un peu dynamique, eh bien ils s'envoient des pics, ils se chambrent, etc. Ça me fait sourire, je trouve ça vraiment sympa. Il n'y avait pas du tout d'enjeu particulier dans ce tome, il y avait quelques mystères à élucider dans la résidence, mais rien de bien méchant, et en fait c'est juste un livre pour passer un bon moment sans prise de tête, à lire et à suivre le quotidien plutôt tranquille de personnes, de copropriétaires dans une résidence. Voilà. Franchement, je sais pas si je lirai la suite parce que ça m'a pas du tout happé comme je le pensais. Mais en tout cas, si vous cherchez une lecture sans prise de tête, toute simple, je vous la conseille parce que là, pour le coup, il n'y a pas du tout de suspense, il n'y a pas du tout de choses inquiétantes. Vous pouvez foncer. En ce qui concerne la citation, il s'agit de Matthew qui dit à Lee: « Tu es la première fille dont je retiens les goûts, même si je t'accorde qu'il est difficile de les oublier vu leur originalité. » Pour terminer cette longue vidéo, eh bien je vais vous parler du premier tome du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et publié chez Brajlon. Ça a été à nouveau, comme pour The Gilded Cage, un coup de cœur pour moi. Je m'y attendais pas vraiment en fait, j'attendais pas grand chose, même si j'ai quand même vu plein de retours très positifs. Je me mettais pas trop la pression par rapport à cette lecture parce que justement je voulais pas être déçue. Je n'ai pas été déçue, bien au contraire. Dans cette histoire, on va suivre Lara qui a été élevée avec 12 de ses sœurs dans le désert par le roi pour devenir des armes, pour qu'à la fin, l'une d'entre elles soit envoyée dans le territoire ennemi pour devenir la femme du roi. La mission, bien évidemment, est ensuite de pouvoir tuer ce roi pour récupérer le royaume. Et ce royaume est très important puisqu'il s'agit d'un royaume avec plein de petites îles qui sont reliées entre elles
par un pont et c'est par ce pont que ensuite les autres royaumes font transporter leurs marchandises, etc., etc. Donc c'est vraiment une plaque tournante du commerce et des richesses, etc., etc. Donc on va suivre Lara qui est la femme qui va être envoyée et elle va rencontrer ce fameux roi qui s'appelle Arène et elle va essayer de mener à bien sa mission. Sauf que une fois sur place, elle va s'apercevoir que peut-être tout ce en quoi elle croyait, peut-être que ce n'est pas la vérité. Je trouve que tout était très bien mené dans ce roman. La relation entre Lara et Arène, les questionnements et les hésitations de Lara quant à sa mission qui apparaissent petit à petit au fur et à mesure de la lecture, l'ambiance pesante qui règne sur ces îles qui sont à la merci de tempêtes absolument affreuses tout au long de l'année et aussi qui sont soumises à des attaques régulières des autres royaumes. Bref, c'était tout ça qui en fait m'a permis de m'immerger complètement dedans et de faire partie intégrante de cette histoire. Vraiment, je vivais les choses avec les personnages. Encore une fois, les dialogues sont très importants pour moi et je trouve que dans ce roman, les dialogues sont absolument croustillants et vraiment m'ont fait passer un moment hyper agréable. Je souriais souvent en lisant les répliques qu'ils pouvaient s'envoyer les uns et les autres. Aussi bien les personnages principaux que les personnages secondaires. Et la fin, incroyable. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment pas. J'ai été surprise et j'ai tellement hâte de lire la suite parce que là, on nous laisse sur une fin, sur un plot twist qui est inhumain en fait, parce que on peut pas ne pas vouloir la suite en lisant la fin de ce roman. Donc vraiment je vous le conseille et ça a été une très grande réussite, un très gros coup de cœur pour moi et j'ai hâte de pouvoir lire la suite qui je crois sera publiée en automne. Dans pas si longtemps que ça finalement, mais il faut quand même être patient. En ce qui concerne la citation, ça va être un peu long parce que c'est l'extrait d'un dialogue entre Lara et Arène. Vous préféreriez peut-être des mensonges bien cuits? Peut-être. Je ne suis pas certain que mon fragile ego soit prêt à subir de telles déconvenues. Et mes soldats risquent de ne plus vouloir me suivre s'ils m'entendent pleurer dans ma chope chaque soir. Vous n'avez qu'à pleurer dans votre oreiller, ça étouffe le bruit. Voilà un petit extrait de dialogue qu'il peut y avoir dans ce roman. Évidemment, c'est sorti du contexte, mais j'ai trouvé ça vraiment très drôle et très savoureux. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de mettre aussi un petit emoji livre si vous êtes trop timide. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!